Télévision, l'émission Entre les lignes. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, les délégués ou les représentants les membres du Présidium C64 se sont rendus à Bujumbura pour consultation sur demande du président de l'Union africaine. Eh bien, après cela, ce C64, ils sont revenus à Kinshasa, ils ont fait d'abord une réunion en interne, après ils ont rendu public le communiqué final, la restitution des consultations de Bujumbura auxquelles on prépare également les confessions religieuses ECC5O. On va d'abord commencer à comprendre ces consultations. Oui, mais pourquoi avoir répondu à cette invitation? Et aussi, deuxième question, mesdames et messieurs, quelques voix de dissonance ont également été entendues, dont celle de M. Alain Bolojua lui-même, qui est aussi un des cofondateurs de cette plateforme, et aussi par rapport aux objectifs, parce qu'on l'a entendu dire que la C64 est en train de s'écarter des objectifs pour lesquels elle a été créée. Quels sont ces objectifs et qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui? Est-il toujours membre de C64? Oui ou non? En face de moi, M. Alain Bolojua, président de l'EBAT, Lèvons-nous et bâtissons, parti d'opposition. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. C'est à vous. Commençons par ces consultations. On voudrait entendre votre son de cloche. On vous a certes suivi ailleurs. On aimerait également les entendre ici chez nous. Comment vous les aviez perçues, vous, ces consultations, en tant qu'acteur politique? Bon, c'est des bonnes guerres, voyez-vous. Nous faisons face à un challenge. Nous sommes dans un challenge. Et les autres aussi ont leur stratégie. C'est vrai que nous n'avons pas créé la C64 justement parce qu'on avait beaucoup de choses en commun. C'était par rapport à une circonstance donnée. C'était par rapport à un enjeu, voyez-vous. Et l'enjeu, c'était de défendre l'ordre constitutionnel. Parce que ceux qui sont en face de nous ont l'intention de les renverser, de l'échanger en violation de la Constitution. Alors, on s'était mis d'accord sur le grand principe. Le principe était d'être focus sur cette question-là. Qu'on arrive quand même à taire nos divergences et à mettre l'accent sur les stratégies en vue d'amener M. Félix Tshisekedi à abandonner son entreprise de changer la Constitution. C'est pour ça que nous avons fait une déclaration au collège Boboto. Et dans cette déclaration, nous avons été précis. Nous avons bien évidemment fixé le cadre. Et après nous, il y a eu d'autres personnes qui ont adhéré à cette mission. Lorsque nous avons appris que nos amis allaient faire le déplacement pour le Burundi, personnellement, moi, je n'étais pas d'accord. Parce que je voyais derrière ça une volonté à étouffer dans l'œuf la démarche qui nous amenait à organiser une marche pour le 8. J'avais compris qu'il y avait effectivement une stratégie dans ce sens. J'ai essayé de faire entendre ma voix au sein de la plateforme, mais apparemment j'ai été mal compris. Donc, il y a eu un débat en interne? Il n'y a pas eu débat, mais il y a eu discussion. Discussion, voilà. Okay. On a essayé de discuter entre nous, bien que tout le monde n'était pas là. J'ai essayé de faire voir les dangers qu'il y avait derrière. Parce que vous savez, la gestion de l'opinion, ça demande beaucoup de tact, beaucoup de subtilité. C'est pas facile de gérer l'opinion parce que l'opinion vacille selon des circonstances, selon des faits. Oui. Et lorsque nous avons lancé la démarche pour le 8, apparemment, la population avait fortement adhéré à cette démarche parce qu'elle trouvait salvatrice. Oui. Nos amis sont allés au Burundi. Donc il y a eu discussion en interne, mais c'est la majorité qui s'est imposée parce que vous étiez minoritaire. Non, il y a eu discussion d'abord dans un cadre restreint et après, ils ont eu à fournir l'information à d'autres membres au niveau de la conférence de présidents. Personnellement, moi, j'étais obligé d'accepter parce que c'est la majorité qui avait accepté. Mais moi, j'avais juste soulevé certains questionnements au regard de la sensibilité de la question.
Alors, j'ai eu aussi à informer les membres du présidium, de la conférence des présidents, qu'au regard de feedback, il fallait revoir notre stratégie de communication. C'est comme ça qu'ils ont lié, parce que lorsqu'on échangeait avec les autres, c'était dans un cadre restreint. Oui. Ils ont eu à répercuter certainement l'information à d'autres membres de la conférence des présidents. Et lorsque j'ai proposé à ce que nous arrivions à adapter notre communication, parce que l'essentiel de ceux qui nous soutenaient était un peu déçus. Donc il fallait maintenant apporter des éléments d'information pour permettre à tout le monde de comprendre comment je dirais le bien fondé de notre action. Parce que nous sommes sociétaires, c'est vrai, mais l'initiative de créer la C64 est venue d'ailleurs. C'est la population qui nous l'a exigé. J'ai été mal compris. Ils ont commencé maintenant à donner ces éléments d'information au niveau du public. Alors, quand moi j'ai commencé à réagir, c'est comme ça qu'il y a eu tout ce que vous avez entendu là. Ce qui est vrai, c'est que on n'a pas su anticiper sur les effets de notre démarche par rapport à l'opinion. Donc, je dirais que c'était une erreur de tactique. Mais il y a possibilité de corriger parce que le peuple a vu dans cette démarche notre volonté à ne pas mettre le pays à feu et à sang. C'était une activité pacifique. On voulait organiser une marche. On n'avait pas l'intention de renverser l'ordre constitutionnel parce que c'est ce que nous défendons. Et donc, le 22 juillet, c'est aussi une opportunité pour ces peuples de se mobiliser justement pour atteindre cet objectif. Donc, l'objectif de la création de C64, c'était la défense de l'ordre constitutionnel. Mais après Bujumbura, vous avez parlé plutôt d'un dialogue. Est-ce que vous n'êtes pas désorienté de votre objectif initial? En fait, la C64, si nous sommes sérieux dans ce que nous faisons, la C64 n'a pas encore levé l'option de dialogue. Parce que vous avez posé les conditions. Vous avez dit nous sommes partants pour un dialogue, mais... Nous n'avons pas posé les conditions. Ah bon? C'est la délégation qui a donné l'information par rapport à ce que se sont dit. Voyez-vous? Parce que la délégation n'a pas... Mais elle vous engage, non? Mais elle vous engage. Non, c'est pas comme ça que la C64 est organisée. L'organe de décision, c'est la conférence des présidents. C'est la conférence des présidents qui prend la décision. Et dans ces décisions, c'est par consensus. Mais cela devait en réalité créer un cadre de décision parce qu'on nous avait donné l'information. Il y a eu des amendements de la déclaration. Mais si vous lisez la déclaration, c'est la déclaration de la délégation. Ce n'est pas la déclaration de la C64. Cette déclaration vous engage toute la plateforme. Non, mais ils ont donné l'information. Ce n'était pas une décision. Mais est-ce que ça vous engage? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Qu'est-ce qui vous dérange dans ce communiqué-là, dans ces informations qu'ils ont données au peuple? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Bon, en fait, il y a du bon. Voyez-vous? Oui. Ça se justifie par rapport à la conjoncture politique. Mais il y a juste un petit souci en termes de procédé. Voyez-vous? On m'identifie comme quelqu'un qui est trop critique vis-à-vis du pouvoir. C'est justement parce que je constate que ce pouvoir n'a pas la culture du respect des textes. Donc on ne peut pas retrouver ce que je reproche aux autres en moi. Donc je voudrais que dans tout ce que nous faisons, que nous soyons dans le respect strict de ce qu'on s'est entendu. S'il s'agissait du dialogue, nous devons savoir que la question du dialogue a été abordée il y a bien longtemps. Chacun des partis avait eu à lever l'option à un certain moment par rapport à ce dialogue. La configuration actuelle des choses, l'interventionnisme de la communauté internationale sur des questions qui relèvent de notre souveraineté, mais aussi la volonté de certaines personnes à conditionner la fonctionnalité de l'État ne peut pas nous obliger, nous, d'accepter un dialogue qui pourrait être éventuellement
initié par M. Félix Séké ou son allié. Voyez-vous? Et puis, mon parti a eu à prendre position dans ces débats. Il y a 3 personnes que nous considérons comme problème, je l'ai déjà dit chez vous, oui. Que nous considérons comme problème. Ils ne peuvent pas nous conditionner ou nous obliger à suivre leur rythme. Voyez-vous? Il s'agit de qui? Félix Séké et Kabila Nanga. Ce sont les 3 qui font partie. Ce sont les 3 qui sont à la base du problème et qui ne peuvent pas nous régenter et nous imposer leur logique. Sauf peut-être si nous sommes dans l'accoutumance où nous voulons juste faire les mimétismes. Nous pensons que la question fondamentale, c'est de faire respecter la loi. Tous ceux qui ont délinqué doivent être sanctionnés. C'est ça la position de notre parti. Cependant, s'il y a échange, s'il y a discussion au sein de la C64 et que nous constatons qu'il y a effectivement la ferme volonté de faire avancer les choses, nous pouvons faire des concessions. Ce n'est pas que vous venez, parce que la différence avec notre organisation, c'est quoi? Nous n'avons pas adhéré à la vision de quelqu'un. Ce n'est pas comme l'Union Sacrée, où les gens sont venus pour soutenir Tshisekedi. Chez nous, c'est une mutualisation de force, parce que chaque entité qui constitue la C64 travaillait en solo. Donc, la sensibilité de la nature même de notre organisation demande à ce qu'il y ait d'abord discussion, consensus et publication. Donc, c'est juste ça. Il n'y a pas de problème majeur, c'est lié à la nature de l'organisation, mais aussi à la nature des individus. La C64 est là, la C64 continue son bon nombre de chemins. La C64, étant initiative de la population, peut continuer à travailler, mais à condition que nous respections un peu le borne. D'accord, mais aujourd'hui, vous êtes toujours membre de C64, jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire que si les délégués qui sont allés à Bujumbura continuent de se comporter en dehors des textes qui régissent la C64, ils ne se sont pas comportés en dehors des textes, mais il y a juste une question de confusion dans la démarche. Lorsque la délégation était à l'étranger, à Bujumbura, j'avais demandé, mon parti avait demandé à ce que la primeur soit réservée à la seule conférence des présidents. Voyez-vous, c'était un document interne. Mais il y a eu des agitations. Ils ont rendu public. Voyez-vous, le souci c'était quoi? Vous êtes envoyé en mission, voyez-vous, par la conférence des présidents qui est l'organe décisionnel. Avant toute communication, la moindre chose, commencez d'abord à restituer à vos pairs, à décider sur la communication extérieure et après à le faire. Donc la conférence des présidents, c'est l'organe suprême. La conférence des présidents, c'est l'organe suprême. C'est là où ça regroupe tous les présidents des partis et des organisations associatives. Et le présidium? Le présidium, c'est l'organe d'exécution et de représentation. Qui ne peut pas se substituer à la conférence des présidents? Non. C'est de la même manière dans les entreprises, il y a le comité de gestion et le conseil d'administration. Le conseil d'administration est au-dessus du comité de gestion. Mais c'est dans la pratique, c'est le comité de gestion qui engage l'entreprise, qui pose des actes. Mais les décisions sont prises. C'est de la même manière que la C64 est organisée. Il y a plus de 60 organisations. Donc, c'est les 60 organisations, les présidents de ces 60 organisations qui prennent des décisions. C'est comme ça que nous fonctionnons à chaque fois. Alors, ce que moi j'ai compris dans tout ça, c'est que quand la chose a commencé à prendre d'autres tournures, nos amis du pouvoir sont saisis de la question pour dénaturer ce qu'il y avait. Et nos amis ont mordu à l'hameçon, ils ont commencé à se justifier, à se défendre, alors que l'objectif n'était pas de mais si le peuple ne vous suit pas, parce que vous aviez annoncé une marche le 8, vous l'avez reportée au 22, quand on vous a suivi, vous avez dit que la population était plus ou moins déçue de ce report et de ce voyage vers Bujumbura. Mais si le peuple maintenant ne vous accompagne pas le 22, quelle sera la suite? Bon, ce qui est vrai, c'est que il y a eu des déceptions, effectivement. Mais c'est des bonnes guerres.
nous devions en réalité adapter notre communication et à insister plus sur le bien fondé de notre démarche. Parce que au-delà de tout, ceux qui ont effectué le voyage ne voulaient pas certainement donner l'impression comme si nous étions des radicaux, comme si nous travaillions pour une politique des terres brûlées. Ils voulaient donner la chance peut-être aux échanges ou à la discussion. Et quand ils sont arrivés là-bas, c'est là-bas qu'on leur a parlé du dialogue. Vous comprenez? Parce que quand ils allaient dans la rencontre là, le rendez-vous, peut-être qu'ils se disaient qu'il pouvait y avoir cette approche-là, mais ce n'était pas leur leitmotiv. Voyez-vous? Ils ont eu l'information, ils l'ont donnée, on a discuté sur le contenu de leur rendu et ils ont eu à communiquer. En réalité, le mardi, on devait avoir une réunion. C'est lors de cette réunion qu'on allait lever l'option et répondre au président burundais par rapport à son invitation. Mais fort malheureusement, la réunion n'a pas eu lieu. Nous attendons. Mais je pense que nous sommes dans le bon. Le peuple qui nous avait poussé à nous mettre ensemble va certainement nous accompagner. Et si le peuple ne nous accompagnait pas le 22, il y a plusieurs scénarios. Lesquels? Soit on change, le peuple change de postulat, c'est-à-dire le peuple devient indécis ou devient sceptique par rapport à ce que nous faisons. La conséquence, ça donnera carte jaune, carte blanche pratiquement à Félix Tshisekedi pour changer la constitution. Les changements de la constitution ont plusieurs objectifs. Il y a des objectifs dont les facteurs sont exogènes. Il y a les objectifs dont les facteurs sont endogènes. Les facteurs endogènes, Félix Tshisekedi veut avoir un pouvoir supraconstitutionnel pour prendre des décisions comme le faisait Mobutu. Et en même temps, ça va l'aider à se maintenir au pouvoir. En ces moments-là, nous revenons à la case de départ, on va continuer à se battre pour prôner pour la démocratie. Parce que dans la démocratie, le pouvoir doit être encadré par le pouvoir. Voyez-vous? Deuxième aspect des choses, c'est les pesanteurs ou les exigences exogènes. C'est-à-dire, aujourd'hui, on vous dit qu'ils veulent changer la constitution pour se conformer à des accords qui ont été signés à Washington. Ces accords ont été signés par 3 États. Il y a le Rwanda, il y a les États-Unis, il y a la RDC. Qu'est-ce que veut le Rwanda? Parce que si on répond à cette question-là, vous allez vous rendre compte que changer la constitution constitue un danger pour nous. À quel niveau? Si on change de constitution, alors que le parti est partiellement occupé. La balkanisation. Il peut y avoir balkanisation. Les changements de la constitution, il faudrait aussi toucher certaines questions qui relèvent de notre souveraineté et surtout de la question identitaire. Parce que dans les revendications du Rwanda, il y a la question identitaire d'un groupe, d'une frange de la population. Et dans cette démarche... Qui serait marginalisée. D'abord, la question de la nationalité se pose, et la marginalisation, peut-être qu'on va en parler. C'est-à-dire, les accords de Washington se sont fondés sur des travaux qui ont été effectués avant. Ils se sont basés sur les résolutions de Nairobi, sur les résolutions de Luanda. Dans les résolutions de Luanda, il y a eu comme fondement les travaux de Nairobi. Cela sous-entend que la question de la nationalité a été abordée. La question de frustration de ce que vous appelez le rwandophone a été abordée. La question de la nationalité d'origine a été abordée. Or, lorsque nous étions partis à Sun City, on avait traité sur la question. Et nous l'avons résolue, je dirais même partiellement. Mais apparemment, cette résolution n'a pas été satisfaisante parce non, mais effectivement, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Non, mais effectivement, parce que les gens ne veulent pas être sérieux. Lorsque nous sommes arrivés à Sun City, on a soulevé la question de la nationalité. Dans cette question de la nationalité, la solution était d'attribuer ou de donner double statut juridique à la question de la nationalité. On a redéfini la nationalité congolaise en 2,
la nationalité congolaise d'origine et la nationalité congolaise par acquisition. Dans la nationalité congolaise par acquisition, on a donné 3 types de modes d'acquisition. Voyez-vous? Dans ces 3 types, nos frères qui sont rwandophones et devenus certainement congolais par acquisition, ils se sont retrouvés là-dedans. Parce qu'ils pensaient que le fait d'avoir vécu longtemps au Congo, ils devaient être reconnus de droit. On leur a dit non, vous ne pouvez pas être reconnus de droit, mais par naturalisation, vous pouvez acquérir la nationalité. Ceux qui sont nés ici, mais dont les parents ne sont pas connus, en ces moments-là, ils ont la nationalité d'origine. Ceux qui sont mariés à nous ont droit à la nationalité. Ceux qui sont nés ici peuvent avoir notre nationalité s'ils atteignaient l'âge de 18 ans et s'ils les revendiquaient. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'on a fait une typologie de procédés pour arriver à la nationalité. Fort malheureusement, ne comprenant pas les enjeux, c'est qu'il a ressuscité cette question. Il a déclaré ouvertement, pain sans rire, que les Banyamulenge étaient des Congolais. C'est-à-dire qu'il leur confère maladroitement la nationalité d'origine. Qui n'ont pas, malheureusement. Non, ils n'ont pas la nationalité, parce que la nationalité d'origine est liée à notre histoire, est liée à notre appartenance aux tribus qui ont constitué l'État congolais. Ces tribus-là n'ont pas été au Congo à l'époque de... Les Banyamulenge, c'est une invention d'un philosophe, d'un penseur, d'un politicien qui a conçu, cela. C'était en 1974. Voyez-vous, il a donné une identification d'un groupe de gens qui se reconnaissaient comme existants au Congo. C'était pas une tribu. On les a vus marcher à Washington, dans les rues des États-Unis, dans les grandes villes, pour dénoncer le fait qu'ils ne sont pas acceptés, ils ne sont pas tolérés. Effectivement, il y a ces problèmes-là. Il y a ces problèmes. Dans notre parti, nous avons réfléchi sur ça. Parce que ce qui est vrai, nous n'avons pas seulement l'obligation de défendre ceux qui sont congolais d'origine. Même ceux qui sont congolais par acquisition ont droit à la protection. Même les étrangers vivant chez nous. Voyez-vous, ceux qui ont eu à manifester, apparemment, ils ont enfoncé une porte qui était ouverte. Parce que c'est lui qui fait office du président aujourd'hui, leur a attribué maladroitement la nationalité d'origine. Et en même temps, ceux qui sont congolais, c'est-à-dire qu'ils ont eu à mener des démarches dans cette typologie de nationalité, ils ont droit de revendiquer. De la même manière, vous trouverez un naturalisé belge qui est congolais a des revendications. Nous devons le protéger. Nous devons le protéger parce que nous leur reconnaissons un certain nombre de droits. Ceux qui sont congolais ont droit à la protection. Monsieur Leboloja, merci bien pour cette parenthèse. Je voudrais qu'on revienne un peu sur la marche du 22 juillet avec le Front commun pour le Congo. On a suivi Mme Moshobekwa dire que désormais, toutes les activités de C64, nous y prenons part en tant que FCC. Est-ce que vous avez été saisi officiellement par le FCC qu'ils vous accompagneront dans les différentes activités? Bon, la nature de la marche que nous avons convoquée le 8 n'avait même pas besoin que les gens se prononcent ou se prononcent dans le sens de devenir en tant qu'organisation. Parce que dans la conception de la stratégie, c'était une marche populaire. Voyez-vous, dans cette marche populaire, tout le monde peut venir. Même Félix Tshisekedi peut venir à cette marche. Il peut venir aussi à cette marche? Non, mais il peut venir. D'ailleurs, il est obligé d'être là. Pourquoi? Il était obligé d'être là. Il est obligé d'être là. Justement parce que ce que nous faisons, c'est juste un rappel de son engagement devant la nation et devant Dieu. Voyez-vous, nous sommes en train de faire son travail. C'est lui qui avait la mission de défendre la Constitution. Donc, il peut venir. Donc, tout le monde est... Même Corneille Nanga. Même Kabouya. Même Nanga. Corneille Nanga, lui, il a un problème avec la justice. Donc, il ne pourra pas prendre les risques de venir. Kabila non plus. Non, Kabila n'est pas ici, il est à l'étranger. Donc, ceux qui sont là peuvent venir manifester à la marche. Mais la singularité de cette marche, c'est quoi? On ne vient pas avec l'effigie de son parti. Ah bon? Oui. Pas de drapeau? Non, nous faisons une marche
nationale. Et dans cette marche nationale, il n'y a qu'un seul drapeau qui aura le droit d'être brandi, c'est le drapeau de la RDC. C'est-à-dire qu'on vient sans couleur. Okay. On vient avec l'amour de la patrie. On vient pour défendre l'ordre constitutionnel. On ne vient pas pour servir une cause ou une autre cause. Non. Mais vous savez quand même qu'à Gombe, il y a des ambassades, il y a des représentations diplomatiques. Oui. Vous avez suivi le ministre des Droits humains dire que c'est une zone qui est inviolable. Ah bon? Une zone... Par la Constitution ou par ceux du maire? C'est une zone qui est sous protection. On ne peut pas la violer. On ne peut pas manifester dans ces zones-là. Ce sont des zones qui sont... Tellement qu'il est ridicule, j'ai envie de rire, en fait. Entre sa perception de la délimitation de droits humains ou de droits de l'homme, fort malheureusement, c'est lui qui est en train de piloter ces ministères, et la Constitution. Non, dites-moi, si on peut utiliser le peuple pour changer la norme, la supranorme, quid alors d'une décision irréfléchie? Parce que ce que nous revendiquons, c'est le droit souverain du peuple. Nous avons une constitution référendaire qui est en train d'être violée, et les gens qui sont en train de violer la Constitution la violent au nom de la souveraineté. Mais en même temps, ceux qui violent la Constitution nous brandissent un règlement ou un acte réglementaire qui voudrait assez que nous ne marchions pas dans certaines zones. Mais quid alors de la souveraineté de la population? Ils violent la loi, ils violent la Constitution à quel niveau? Quel article, quelle disposition? La disposition de la Constitution qui a été violée par... Mais il y en a autant. Par il y en a autant. Par qui? Non, mais attendez. C'est lui qui est en train de nous dire qu'il y a des interdits. Si on peut changer la Constitution, on peut aussi changer cette fameuse décision interdisant aux gens de manifester à Gombe. Et leur maladresse réside à quel niveau? Il y a eu des manifestations à Gombe, non loin de la présidence, devant le siège de la Senco. N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il y a eu manifestation? Alors, si vous pensez que de manière sournoise, vous voulez dire à la population que le peuple est régi par la loi et la réglementation, nous vous disons aussi, nous vous opposons aussi le même principe pour la Constitution. Il est strictement interdit à toute institution d'initier les changements de la Constitution. D'abord, la Constitution a consacré un certain nombre de principes, et c'est ça le rôle de la Constitution. Le Constitution a dit: je reconnais à 4 catégories de personnes le droit d'initier la révision de la Constitution. Et dans la procédure, toute initiative doit être déposée auprès de l'une des chambres. Les 2 chambres doivent veiller sur la nature de la révision, mais aussi sur la pertinence et l'opportunité. Il y a 3 catégories de matières dans la Constitution. Des matières qui peuvent être révisées, simplement. Il y a d'autres matières qui nécessitent les référendums, mais il y a aussi des matières qui sont frappées d'immutabilité, qui ne peuvent pas être changées. Alors, c'est lui qui viole intentionnellement la Constitution, pense qu'il peut profiter de sa violation de la Constitution pour nous imposer ou pour nous pousser à c'est-à-dire qu'il a l'intention de nous rappeler qu'il y aurait des zones où on ne pouvait pas manifester. Or, nous avons des vidéos où les gens ont manifesté. Deuxièmement, il peut y avoir des ambassades. Mais cela n'enlève pas en nous le droit de manifester. Augustin Kabouya dit non, mais pourquoi vous ne citez que des hommes des apépistes dans leur raisonnement? Nous pouvons manifester devant les bâtiments du palais de la nation. Qui est le palais de la nation? La symbolique, c'est quoi? C'est dans ce palais de la nation que Félix Séké a eu à prêter serment pour la première fois. Il a pris Dieu et la nation à témoin, et nous revenons là pour lui rappeler ces faits-là, le fait d'avoir pris l'engagement d'observer et de défendre la Constitution. Mais nous venons pour lui demander de démissionner. Parce qu'il n'a pas respecté son serment. Son serment.
En quoi faisant? Non, mais Félix Tshisekedi s'est attaqué à la Constitution. Félix Tshisekedi s'est permis de donner à ses adeptes le droit de violer la Constitution. La loi, la fameuse loi, je ne sais pas si on doit garder le même nom, la fameuse loi Bonongonda, quelque chose comme ça. Bondankoy. Bon, je crois, oui. Apparemment, son nom, c'est un peu compliqué. Bon. Ce monsieur s'est permis de conférer à l'Assemblée nationale... C'est pas lui, c'est le Parlement. Non, c'est lui qui a porté le projet. Le projet, mais qui a été voté par le Parlement. Non, mais effectivement, mais nous parlons du projet. Ce n'est pas encore une loi, en fait. Ce monsieur s'est permis de conférer dans sa proposition de loi à l'Assemblée nationale un pouvoir et au Sénat un pouvoir qu'ils n'ont pas dans la Constitution. Alors qu'en réalité, la loi électorale et la loi référendaire, ce sont des lois sœurs. C'est juste pour vous donner les procédés sur le comment les choses doivent se faire. Au nom de la souveraineté du peuple, il s'est longuement apaisanti sur l'article 5 qui consacre la souveraineté. Non, mais il n'est pas sérieux. Du peuple congolais. Non, mais attendez. À pouvoir disposer de lui-même. Oui, ça c'est le peuple. Et lui en tant que député. Si vous dites que le peuple est souverain, mais lui en tant que député, qui lui a conféré le pouvoir d'élargir les compétences de l'institution présidente et du Parlement? Qui lui a conféré le droit de créer une assemblée constituante? Nous ne parlons pas du peuple. Nous ne pouvons pas contester le caractère supraconstitutionnel de la population, du peuple, pas la population, du peuple. Le peuple est réellement souverain. Mais le peuple a conféré un certain nombre de compétences à des structures, à des organes, à des institutions, à des individus. Un député est en droit d'initier une loi. C'est un droit consacré dans la Constitution. Pourquoi doit-il initier? Parce que le peuple lui confère le droit de le faire. Mais le peuple ne lui a jamais dit, au nom de sa souveraineté, qu'il était en droit de créer une structure qui avait le pouvoir de décider sur le sort de la Constitution. D'où tire-t-il? Parce que le peuple est souverain, oui. Mais c'est lui ou le Parlement ici, avec M. Félix Tshisekedi, sont-ils aussi souverains? Alors, M. Alain Bolodjoa, président de l'EBAT, Lèvons-nous et bâtissons, vous allez marcher pour demander la démission du président Tshisekedi. Exact. Pacifiquement, il faut insister. Par quelle manière comment comptez-vous pousser le président à démissionner pacifiquement? Non, mais c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que nous avons des axes qui doivent être renégociés avec le gouvernement provincial, le Conseil de sécurité provincial. On va certainement se fixer là-dessus. Il doit tout faire pour que cela se fasse au plus tôt, 2 jours avant la manifestation. Parce que s'il dépasse ces délais, il viole la loi. Voyez-vous, en ces moments-là, ce sera une acceptation tacite. Nous allons inviter la population, d'abord au niveau de la ville de Kinshasa, à venir dans 2 points consensuellement acceptés. Et après, on va faire la marche, encadrée par la police, jusqu'au niveau du Palais de la Nation. Pas dans l'enclos du Palais de la Nation. Voyez-vous, on a ciblé à l'extérieur, justement parce que nous savons qu'à l'enclos, on risque de mettre en mal les dispositifs qu'il y a là-bas. On va se limiter juste là où nous allons souvent, chaque le 17 janvier, pour commémorer la mort de Laurent Désiré Kabila. Ce sont des manifestations qui sont organisées devant le mausolée. Là, ce n'est pas interdit. Dès que nous arrivons là, on fait notre déclaration. Une délégation va entrer pour aller demander à Félix Tshisekedi de démissionner. Et aussitôt, il accepte. Non, mais attendez. Nous demandons sa démission. Il peut ne pas accepter. Non, mais s'il n'accepte pas, il devient antipatrie. Pourquoi ne doit-il pas accepter? Mais la différence maintenant, c'est que... Vous demandez ou vous obligez? Non, nous demandons. On peut pas, on n'oblige pas quelqu'un à démissionner. Mais alors? Voilà pourquoi il peut aussi refuser, non? Non, mais attendez. Mais s'il refuse, il devient antipatrie. Donc c'est une obligation alors? Non, mais attendez. Nous demandons à Félix Tshisekedi de démissionner. Pourquoi devons-nous demander à Félix Tshisekedi de démissionner? C'est justement parce que nous lui rappelons qu'avant d'entrer en fonction, il ne pouvait que faire un serment de respecter et de défendre la Constitution. N'ayant pas respecté son serment, il peut démissionner. Alors, je tiens à vous rappeler
que dans notre constitution, il y a des choses qui peuvent mettre fin à un mandat. Il y a des choses, il y a des événements, il y a des faits qui peuvent mettre fin à un mandat. L'article 75? L'article 75. D'accord. Mais M. Alain Bolodjoa, à supposer que le président Tshisekedi dise non, je ne démissionne pas. Oui. C'est quoi, ça sera quoi là? En ces moments-là, on les taxe, on les classifie parmi les antipatries. Vous l'avez déjà fait à plusieurs reprises. Ça non, ça ne sera pas la première fois. Ça, c'est assez 64. Il sera classé parmi les antipatries. Vous faites quoi? Après, on va changer de procédé. Parce que tout ce qui est pacifique, c'est parce que nous nous conformons à un certain protocole. Donc vous pouvez aussi aller à une méthode beaucoup plus... Pas pacifique, mais... Non, mais on peut aussi rester là même pendant une semaine. Jusqu'à ce qu'il démissionne. Voilà. Ce sont des procédés. Moi, je pense qu'il est encore assez civilisé, il pourra éventuellement démissionner. S'il démissionne, il sauve la nation. Parce que vous savez qu'il y a... Si aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi est démissionné, du fait qu'il a posé des actes répréhensibles contre l'État, ça va nous donner, à nous, la République, la possibilité de mettre en cause sa signature dans tout ce qu'il y a eu comme accord et de renégocier les choses. Parce que ce qu'il a cédé, c'est l'essentiel de notre souveraineté. Aux Américains, aux Rwandais? Non, mais aux Américains, aux Rwandais, aux Ougandais, aux Burundais. Il a beaucoup cédé, effectivement, avec maladresse. Il a beaucoup cédé dans notre pays. Ah bon? Les effets, peut-être, on ne va pas les ressentir aujourd'hui. Dans les accords, quel accord il a beaucoup cédé? Il en a signé autant. Est-ce que vous savez qu'on a reconduit les accords signés entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Les accords de Washington? Les accords de Goma. On a reconduit? On a reconduit, bien évidemment. Dans l'accord de Washington? Ah, mais bien évidemment. Il faut faire une lecture combinée de cet accord et des autres accords. On a repris les accords qui ont été signés à Nairobi, à Luanda. Ça constitue comment je peux appeler? Ça constitue la base opérationnelle de ce qui va se faire à Washington. On vous dit par exemple, par rapport à l'exploitation, le Rwanda a le droit d'exploiter conjointement avec l'État congolais Sakima. Parce que ça a été renégocié au niveau de Nairobi. À Nairobi, on nous a exigé de revenir dans notre coopération là. Et ça a été cristallisé encore lorsqu'il y avait des assises entre EAC et SADC en Angola. Ça a été cristallisé. Ce qu'on appelle le CONOPS, sur le plan militaire, l'opération qui devait être menée, ce sont des annexes de ces accords-là. C'est-à-dire que nous sommes en train de subir le maladresse de quelqu'un qui a fait preuve d'une certaine légèreté dans ces accords. Si aujourd'hui il démissionnait, ça va nous donner plus de raisons à renégocier, à revenir sur le droit chemin. Mais alors, si nous parlons justement de ces accords, mais la question aussi, c'est celle de sa démission que vous exigez avec force. Nous demandons. Utilisez les termes que nous employons. Je dois voir mes questions ici. Mais dites-nous, M. Alain Bolodjoa, vous demandez la démission du président Tshisekedi. Oui. S'il démissionnait, c'est le président du Sénat, Sama? Non, c'est le président du Sénat, pas Sama. C'est le président du Sénat. Sama Lukonde? Oui, Sama aussi peut démissionner. Il faut que ça soit le président du Sénat. Dans la Constitution, on n'a pas cité son nom. Mais pour le moment, c'est lui qui est... Oui, mais il peut aussi démissionner. Ça peut être que le premier vice-président qui assure l'intérim, ils organisent des élections pour avoir un nouveau président. C'est à eux de voir. Mais on fait comment alors? Si c'est le président du Sénat qui prend le pouvoir, il organise des élections dans un bref délai. En 120 jours. 120 jours. Oui. L'argent qui devait... Ça sera possible. Non, mais bien évidemment, qu'est-ce qui manque? L'argent qui devait... Il faut l'enrôlement des électeurs. Oui, mais c'est possible. En 4 mois? Non, mais attendez. Sur l'ensemble du territoire? Non, le principe est que c'est en 90 jours, avec éventualité d'ajouter... On prend le maximum. Effectivement. Oui. Alors, s'il y a des impondérables, la CNI va dire, voilà, techniquement, ça ne sera pas possible. En ce moment-là, on entre dans un cadre exceptionnel. Mais pour l'instant, nous devons faire confiance parce qu'eux aussi avaient l'intention d'organiser les référendums. Avec ou sans Goma et Bukavu? Les référendums exigent Goma et Bukavu parce qu'il n'y a pas d'autres procédés.
Mais élections? Les élections, c'est possible d'organiser sans Goma, sans Bukavu. Bien que l'idéal serait d'organiser des élections avec eux tous. Pourquoi? Parce que là, il s'agit du choix des animateurs, des individus, des représentants. Il y a un principe dans la Constitution, qui est d'ailleurs de coutume et de pratique, que si dans une circonscription, il n'y a pas élection, ceux qui ont été élus avant sont reconduits d'office. Mais pour la Constitution, qu'il faille impérativement avoir l'assentiment de toutes les communautés. On apprend que Joseph Kabila vous soutient beaucoup d'argent. Nous apprenons aussi Joseph Kabila soutient Félix Tshisekedi. Nous tous nous apprenons. Kabila soutient Félix Tshisekedi. Oui, nous apprenons aussi. Celui qui traite de chien, il va le soutenir comment? Oui, mais lui aussi traite l'autre de manger des chiens. Donc, c'est un conflit des ménages. Il y a une frange des dissidents du parti de Jean-Marc Kabound. Ah, des dissidents. Qui l'ont dit sous la place publique que Kabound recevait de l'argent auprès de Kabila pour soutenir les manifestations de 64. Oui, ça c'est leur organisation interne. S'il soutient le parti de M. Kabound, ça n'a rien à voir avec nous. Mais M. Kabound ne finance pas nos actions. Nous cotisons. Vous cotisez. S'il a des liens avec Kabila, c'est son problème. Mais nous cotisons. Aucune action n'a été faite sans cotisation. Alors, et chaque signataire a l'obligation de payer au prorata de ses engagements. Mais personne n'a payé plus d'argent que... Sur base de quoi tels sont du présidium, les autres ne seront pas du présidium? Sur base de quoi? Quels sont les critères? Bon, par rapport à ce que j'ai compris, hein, il y a eu des travaux préparatoires avant. Voyez-vous? Avant la première convocation de la réunion. Et nous étions décidés de fixer le critérium pour être membre du présidium. Oui. Et la discussion là est prévue parce qu'on passait une période de pression. La population voulait qu'on aille un peu vite. On n'a pas terminé le travail pour la fixation du critère pour être membre du présidium. Mais c'est un fait mineur. Vous envoyez les enfants d'autrui à la mort. Les enfants d'autrui, qu'est-ce que ça dit? Beaucoup vous critiquent pour dire que vous prenez les populations, les jeunes, oui. Pour qui dit ça? Amener, qui les dit ça? manifester, qui dit ça? Vos profondeurs, ceux qui ne soutiennent pas votre démarche, notamment l'UDPS. L'UDPS, ainsi de suite. Mais vous ne trouvez pas qu'ils sont mal placés pour dire ça? Les enfants des autres sont morts au siège. Les enfants d'Etienne Tshisekedi sont devenus présidents. Vous parlez de quoi? Mais la question aussi, quelque part... Non, mais quelle est la question? Parce que je tiens à vous dire, l'UDPS a mené son combat pendant 37 ans. Les Rossi Mukendi, qui sont morts suite à leurs actions, même aujourd'hui, on a réouvert le procès. On a sanctionné des gens qui ont eu à poser des actes pour lui infliger la mort. Mais l'État a refusé d'indemniser la famille Mukendi. C'est un militant de l'UDPS d'après ce qu'on nous a dit. Il y a eu de morts. L'UDPS elle-même a tué ses propres membres, plus de 7, par rapport au dossier Ronsard Malonda. Il y a eu de morts à cette époque-là. Les familles ne sont pas indemnisées. C'était des jeunes. On aurait brûlé les gens au siège de l'UDPS. C'était des jeunes. Il y a eu autant de morts dans l'UDPS. Mais l'essentiel d'entre eux, les parents ne sont pas connus. Mais voilà, celui qui était à l'étranger est revenu pour devenir président. La grande différence, Tshisekedi Etienne n'a pas marché avec ses enfants. Mais moi, je vous dis, je marche avec ma fille. Ah bon? Oui, elle était là. Allez voir, allez visualiser les vidéos. Je marche avec ma fille, avec le membre de ma famille. Je marche avec eux. Parmi les blessés, il y a le petit frère de madame qui a grandi chez moi. Il était touché par le projectile. Donc moi, quand je m'engage avec tous ceux qui m'accompagnent. L'essentiel des membres de ma famille sont avec moi. Ils étaient là, à la marche. Donc la raison qu'ils veulent avancer n'a pas de sens. Kabound a marché avec ses deux enfants. Délis Sessam a marché avec ses deux enfants. Kabound, les enfants sont mineurs. Martin Fayulu, ses enfants sont déjà adultes, ils ont des responsabilités. Alors vous voulez qu'on marche avec qui?
Parce que ma fille est à l'université, elle était là. Le scénario de 2016 à 2018 est-il aussi envisageable aujourd'hui? Et pourquoi? Pourquoi devons-nous réitérer l'exploit? Parce que vous demandez un dialogue. Qui? Moi? Vous n'exigez pas un dialogue? Non. Pas du tout. Non. Moi, je ne suis pas demandé d'un dialogue avec Tshisekedi. Mais au cas où il n'y a pas de démission, tout ça, mais le dialogue peut s'imposer, comme le demandent les évêques de la Cinco. Le dialogue peut s'imposer. En ce moment-là, je vais me prononcer conséquemment. Mais pour l'instant, je ne vois pas l'importance de dialoguer avec des gens qui n'ont pas la culture de respecter leurs paroles. Alors, M. Alain Bouloudjian, on va finir. Mais toutes les personnes qui ne croient pas en vous, qui pensent que vous êtes un groupe d'opportunistes, vous mettez ensemble juste pour défendre vos intérêts à vous personnels. Comme quoi? Comme quel intérêt, par exemple? L'accession au pouvoir, avoir l'accès, être ministre, être conseiller quelque part dans un ministère, par exemple. Bon, donc, pour vous, on peut créer un parti pour désirer être ministre? Ceux qui vous attaquent, ceux qui vous critiquent, disent que il faut les citer. Vous battez comme l'ont fait Étienne Tshisekedi et son fils pour avoir accédé au pouvoir le gâteau, grâce à l'accompagnement des Kabila. Le gâteau simplement, oui, c'est ça. Tout ça. Non, c'est ça. C'est Qu'est-ce que vous leur dites? C'est ce qu'on appelle projection. C'est-à-dire qu'on pense que tout le monde est mal éduqué comme soi. Parce que c'est qui est vrai. Pour moi, il n'y a pas de dignité pour un président dont le père s'est battu, prétend s'être battu pendant 37 ans, et in fine, arriver à avoir un pouvoir par arrangement. Ah, vous n'avez pas... Vous avez les preuves, hein? Si, mais vous également, vous en avez. Les preuves oui, mais Kabila, c'est un homme sérieux. Kabila, Tali. C'est-à-dire que vous, si vous avez des preuves, ce qui est important, nous nous battons pour des causes justes. On ne va pas vendre nos âmes. Si parmi nous, il y a de ceux qui se battent pour le miette, qui ont une vision minimaliste, on ne va pas faire endosser à tout le monde cette responsabilité. Je prends l'exemple, Papa Mobake, il était à côté d'Étienne Tshisekedi. Même quand Étienne Tshisekedi mangeait, lui ne mangeait pas. Et quand ils ont accédé à la fonction de président d'Abib par devoir scabreuse, il a accepté d'être au chômage. Il est là. C'est un problème de choix, c'est un problème de dignité. Qui vous dit que tout le monde est mal éduqué? Moi, je me bats pour une cause noble. Ce n'est pas seulement au niveau national, même au niveau de ma famille. Partout où je passe, tout le monde sait que si vous ne respectez pas la norme, je vous attaque. Ça n'a rien à voir avec ce que vous faites là. Si Félix Tshisekedi était réellement un élu, s'il posait des actes, on allait focaliser nos efforts sur le contre-programme. Mais aujourd'hui, nous sentons que... Beaucoup ont tenu ce genre de discours dans le passé, mais aujourd'hui, ils sont méconnaissables. Non, mais moi, je ne suis pas mal éduqué comme tout le monde. Je tiens à vous dire, je ne suis pas mal éduqué. Allez leur demander à vos gens-là s'ils ne m'ont jamais approché. Allez leur demander s'ils n'ont jamais fait ça. Moi, ce n'est pas ma nature. Moi, mon problème, d'ailleurs, je n'ai jamais été pauvre. Et peut-être je ne le serai jamais. Mais ce qui est vrai, la seule chose que je garde de valeur, la grande chose que je garde de valeur, c'est ma dignité. C'est ce que j'ai comme héritage. C'est ma dignité. Je n'accepterai jamais de vivre politiquement avec des gens qui ont une vision minimaliste, qui cherchent à avoir des postes ministériels. Vous pouvez avoir un poste ministériel. Lorsqu'on sollicitait Constant Moutamba, il pensait avoir bien réfléchi. Aujourd'hui, il est où? Battons-nous pour l'idéal. Les immoraux d'hier veulent être donneurs de leçons aujourd'hui. Ceux qui ont eu à manger sur la table de Maman Olive pour quémander la fonction, ils pensent que nous sommes des hommes de même nature qu'eux. Non. Monsieur Alain Bouloudjian, un petit mot peut-être pour finir, juste un petit mot par rapport à comment vous avez compris, comment vous avez réagi quand vous avez entendu M. Lambert Mende dire qu'il a été manipulé pendant plus de 12 ans? Oui, la manipulation, ça fait partie du quotidien de la classe politique. M. Mende, c'est un leader de seconde zone. En tant que leader de seconde zone, c'est-à-dire que pour obtenir le miette qu'il a pu obtenir, il devait faire allégeance à quelqu'un. Et cette personne, c'est un manipulateur. Quoi de plus normal? Le leadership, tout leader est manipulateur.
tout leader est manipulateur. Donc il avait raison alors. Non, mais il ne pouvait qu'avoir raison. Mais ce n'est pas une fatalité pour tout le monde. C'est lui qui a accepté. C'est ce qu'on appelle l'aliénation volontaire. Il a accepté d'être aliéné. C'est son choix. Il était conscient qu'il était manipulé. Bien évidemment, il le savait. Il le souhaitait d'ailleurs être manipulé. Parce que ce qui est vrai, vous pouvez tout dire. Lorsque nous étions pendant la transition, Mende était instable. Ça se disait déjà. Il était instable. Il cherchait à être proche de la mangeoire. C'était connu. Il a combattu Olengankoy pour les remplacer en tant que ministre. Il a eu à faire des concessions, à faire des arrangements avec des gens. Et après, il n'a pas été ministre et puis Kabila l'a recruté. On l'a recruté pourquoi? Parce qu'il le voulait. On ne l'a pas obligé de se laisser aliéner. Donc c'est un problème de choix, c'est un problème d'éducation. Monsieur Alain Bolodjoa, président national de l'EBAT, Lèvons-nous et bâtissons, parti politique, membre de l'opposition, C64. Alors, ils vont faire une marche le 22 juillet, donc c'est dans une semaine. Pratiquement. Le mercredi prochain. Alors, on va suivre ça de près. On verra ce qui va se passer. Mais merci beaucoup d'avoir été de nôtres. Merci à vous. On sera là. Merci aussi à l'équipe qui m'a aidé, Honoré Kabongo, Samuel et toute la grande équipe qui est à la régie. Allez, c'était un plaisir. Au revoir.